Cher monsieur, cher Emmanuel, un immense merci d'être parmi nous ce matin à l'ISARA pour nous parler de la révolution de l'alimentation dans le monde. L'ISARA, où votre jeune frère Dominique a poursuivi ses études et dont vous avez souvent témoigné combien il a été important pour vous. Président de Danone, géant mondial de l'agroalimentaire du CAC 40, 100 000 collaborateurs dans le monde, vous êtes fixé comme mission d'apporter la santé et l'alimentation au plus grand nombre, avec entre autres les objectifs suivants: une volonté de transparence auprès des consommateurs qui leur permettent de faire leur libre choix, un engagement pour le bio dans toutes vos marques et vos gammes, en prônant une agriculture régénératrice, durable, qui rend au sol ce qu'on lui emprunte. Vous êtes aussi très sensible à la réduction de la pauvreté, à l'accès à l'eau, à la nutrition pour tous, à la dignité humaine, au développement des plus petits et à l'entrepreneuriat social. Vous avez été à l'initiative de Danone Communities avec Franck Ribou et Mohamed Younous pour accompagner un nouveau type d'entreprise agile, dédié à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux dans des contextes fragiles. Vous êtes d'ailleurs très attentif aux plus fragiles et vous nous invitez à savoir porter notre regard sur le plus vulnérable. Mais alors, comment concilier tout ça lorsqu'on est à la tête d'un groupe mondial confronté à la réalité des investisseurs, de la rude concurrence de Nestlé, Unilever ou Kraft Food? Comment voyez-vous cette révolution de l'alimentation dans le monde et pouvez-vous nous expliquer les liens qui relient tous ces objectifs et qui sont vos convictions profondes, bien au-delà d'un simple discours humaniste? Et je vous laisse la parole. Merci Olivier, merci pour ces mots. Merci à vous tous, vous toutes de m'accueillir ce matin. Merci à Christophe pour tout ce qu'il anime avec l'équipe de l'ISARA, aux grands anciens, à Claude d'être aussi ici parmi nous. On m'a demandé on m'a proposé dans le parcours tout à l'heure d'écrire un petit mot sur quel serait le métier de mes rêves quand je serai grand, parce que je suis repassé par l'étape où j'ai continué à avoir 20 ans tout à l'heure. Et en fait, j'ai réécrit quelque chose qui est cohérent avec ce que je porte en moi depuis bien longtemps. C'est que si j'avais fait un choix plus éclairé, je n'aurais pas fait les études que j'ai faites. Il y a deux autres types d'études que j'aurais faites. Et l'une d'entre elles, c'est celle que vous êtes en train de faire, et celle que, pour les anciens qui sont ici, vous avez fait à l'ISARA. Parce que je suis impressionné de la façon dont le lien à l'alimentation, à l'agriculture, au sol finalement, est le lien le plus profond qui à la fois nous unit en tant qu'humains à cette planète sur laquelle nous vivons, mais nous unit aussi les uns aux autres. Avec des liens culturels, des liens environnementaux, bien sûr, des traditions de langue, de langage, de pratique, de commensalité, de liens sociaux qui font de l'alimentation quelque chose de tout à fait unique et que probablement dans les 50 dernières années, nous avons, en tout cas ma génération, nous avons graduellement perdu de vue parce qu'il devenait d'une part évident de se nourrir, en tout cas en France, au fur et à mesure. Donc d'une part évident et d'autre part de plus en plus individuel finalement, de plus en plus coupé de ce lien intrinsèque qui nous lie les uns avec les autres par l'alimentation. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'ISARA a tracé depuis très longtemps une route qui est la sienne, qui est particulière et qui a fait que, au travers de ma propre histoire familiale, bien sûr, mais j'ai été rejoint et j'ai rejoint d'une certaine façon la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez depuis si longtemps.
une école qui est née avec ce qu'on a appelé la révolution de 1968, mais qui en fait, à mon avis, touche au cœur des enjeux d'une révolution qui est aujourd'hui beaucoup plus importante que ce qui s'est passé pendant quelques mois en 1968 en France, qui est en effet la révolution de l'alimentation, qui est aujourd'hui mondiale et qui, je pense, est un des phénomènes les plus importants auxquels nous participons tous, consciemment ou inconsciemment, depuis sans doute au moins une vingtaine d'années et très probablement pour les 20 ou les 30 ans qui viennent. Et donc voilà, c'était assez naturel pour moi. J'étais heureux de pouvoir répondre à l'invitation, et merci encore, de Christophe et de l'équipe à passer un moment avec vous pour fêter 50 ans. 50 ans, ce qui à l'échelle de l'agriculture est à la fois peu et incroyablement long quand on voit les transformations en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier, de cette agriculture qui continue à nous nourrir jour après jour. Donc ces 50 ans, ils ont en fait été la traversée, le passage d'un modèle à un autre. Et je voudrais saluer ce qui, de mon point de vue, avec ma lecture qui est forcément extérieure, vous viviez ça, vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu de l'intérieur pour beaucoup d'entre vous, font les caractéristiques particulières de l'ISARA. D'abord, d'avoir été fondé sur des valeurs humaines. Or, l'enseignement de la science, globalement, a été déshumanisé, profondément déshumanisé, en France, beaucoup, mais c'est vrai un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les techniques avancent, que notre savoir au sens intellectuel avance, qu'on rentre maintenant dans du digital, qu'on rentre dans des connaissances à des frontières qui nécessitent d'apprendre beaucoup, de se servir beaucoup d'une partie de notre cerveau. On oublie que tout ça, ça n'a d'existence que parce que nous sommes humains, et que ça n'a donc de sens que parce que nous sommes humains. Et partir de cette idée même que tout commence et tout finit par la réalité humaine, je pense que pour une école qui enseigne, qui transmet, qui transforme la réalité de l'agriculture, de l'alimentaire, de l'alimentation, de la santé, c'est absolument fondamental. Et je peux vous dire, je voudrais en témoigner auprès de vous, que c'est loin d'être le cas partout. Et donc, bravo et merci pour ce que vous vivez de ce point de vue-là. On est passé tout à l'heure aussi devant cette identité visuelle de l'ISARA et cet arbre dont le tronc est représenté par une personne humaine qui fait grandir ce feuillage magnifique. Chez Danone, on a aussi un arbre, on l'appelle l'arbre de l'alimentation. Alors il a ses propres caractéristiques, mais c'est aussi pour vous dire que ce lien entre les valeurs humaines et cette question de à la fois l'enracinement et la portée dans le ciel de la façon dont les arbres grandissent, nourrissent, vivent sur cette planète et au fond sont d'ailleurs des partenaires incroyablement importants de notre propre vie humaine. On la vit, on essaye de la transcrire nous aussi dans la façon dont on représente, on crée nos représentations dans l'entreprise, chez Danone, pour la transformation vers demain. Le deuxième point pour moi, après cette question des valeurs humaines, est de mettre chaque femme, chaque homme, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, filles et garçons, au cœur même du projet de l'ISARA. Pour moi, le deuxième point vraiment qui m'a touché en voyant l'ISARA grandir depuis une expérience familiale qui est ancienne maintenant, et avec toutes les transformations de l'école, c'est bravo d'avoir été un des pionniers, une des pionnières pour regarder, pour accompagner, pour promouvoir la transformation vers des systèmes agricoles durables. Ça a l'air d'une évidence quand on en parle aujourd'hui, mais quand vous avez commencé, ça n'était pas le cas. On était encore beaucoup, et on l'est d'ailleurs toujours, dans la perspective de systèmes agricoles très intensifs,
très productivistes qui ont eu un mérite incroyable et une utilité incroyable dans la transformation de la situation nutritionnelle, du statut nutritionnel de beaucoup de personnes autour de nous, et en particulier en Europe, en Amérique du Nord, mais dont on voit très très clairement aujourd'hui les limites, dont on sait qu'elle ne sera pas l'agriculture à elle seule qui pourra répondre aux enjeux de demain. Et vous avez été l'une des écoles, à votre façon, à inscrire ça vraiment en profondeur dans votre projet. Et donc vous formez des agriculteurs, vous formez des ingénieurs, vous formez des acteurs de cette transformation depuis déjà longtemps, et j'espère pour longtemps. Et donc bravo, bravo à vous et à l'école d'avoir fondamentalement pris ce virage, accepter cette disruption, parce que c'est celle qu'aujourd'hui, à laquelle l'alimentation fait face de façon mondiale. Cette révolution de l'alimentation, je me suis déjà exprimé sur cette question, on en parle souvent, on essaye d'en être les acteurs avec toutes nos imperfections, on ne part pas de zéro, donc il faut aussi gérer toute la transformation d'une organisation, d'une culture, de processus, d'imaginaire collectif, de protocoles, etc. Et puis il faut prendre des risques, donc on est dans cette transformation, nous chez Danone, on n'est évidemment pas les seuls. Beaucoup de petites entreprises dans le grand cycle agricole et alimentaire en sont très très directement les acteurs aussi. Cette révolution, elle a quelques paramètres qui me semblent peut-être intéressants de rappeler brièvement ici. Le premier, c'est celui que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que on sait que au moins un aspect du modèle industriel de l'alimentation d'hier, qui est encore celui d'aujourd'hui en grande partie, n'est pas durable, c'est l'épuisement des sols. Je pense qu'il y a un consensus dont on pourra toujours continuer à débattre, mais il y a un consensus sur le fait que le niveau d'épuisement des sols dans les zones dans lesquelles cette agriculture d'aujourd'hui a été pratiquée ou a été trop pratiquée est critique et qu'il est urgentissime de travailler à la refertilisation des sols. Tout repart du sol. C'est pourquoi on soutient l'initiative 4 pour 1000 qui a été lancée par le gouvernement français. C'est pourquoi Danone parle aujourd'hui d'agriculture régénératrice, d'agriculture bio bien entendu, mais plus généralement d'une agriculture régénératrice qui n'est pas forcément limitée à l'agriculture bio. Et c'est d'ailleurs quand je discute, et j'aime faire ça, donc je le fais, assez souvent avec des agriculteurs dans des pays du monde entier, c'est ce vers quoi beaucoup de types d'agriculture va aujourd'hui. Repartir du sol parce que on a une agriculture qui s'est beaucoup portée vers la plante et sa capacité à grandir, à se développer, et qui a oublié et qui a fait du sol d'une certaine façon un simple soutien, un support. En travaillant sur la performance génétique des plantes, en travaillant sur la performance des intrants qui pouvaient accompagner sa croissance, des compléments alimentaires d'une certaine façon qu'on lui donnait, et en oubliant le rôle essentiel du sol. Et parce qu'on le transformait d'une certaine façon dans sa capacité à soutenir physiquement et à accueillir des intrants, on l'a en grande partie détruit dans sa capacité à s'auto-régénérer avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Je voudrais dire ça en même temps avec précaution, parce que c'est très facile, là où je suis, de vous dire ce que je viens de dire. Je connais le monde agricole depuis suffisamment longtemps pour savoir aussi dans quelles contraintes financières, économiques, dans quelle logique la question des remembrements, puis de la croissance des rendements à l'hectare, la mécanisation, ont entraîné un certain nombre de choses dont aujourd'hui on atteint les limites. Donc il ne s'agit pas de condamner ni un modèle ni ses acteurs. Il s'agit d'essayer de réfléchir, c'est ce que je partageais à l'Agri Summit à La Roche-sur-Yon il y a quelques mois,
avec un certain nombre d'étudiants, de start-up, un peu du monde entier, et pas mal de représentants du monde agricole. C'est comment est-ce qu'on fait l'agriculture de demain avec les agriculteurs d'aujourd'hui, qui sont des gens qu'on décrit parfois, nous les urbains, entre guillemets, comme un monde atavique, enraciné, qui vit un peu en autarcie et qui est prisonnier de ses croyances. C'est faux. Moi, je rencontre des gens absolument passionnés par ce qu'ils font, qui ont envie de bouger, qui ne savent pas toujours encore comment. Mais cet amour de l'agriculture, il continue à exister, de la terre, des animaux, de la ferme, de ses produits, de ce mode de vie finalement. Et je suis absolument persuadé que l'agriculture est un des grands métiers du futur, un des métiers fondamentaux du futur. Donc ce premier paramètre de la révolution de l'alimentation, c'est ça. C'est repartir des sols parce que ils sont une externalité, une ressource absolument incroyable dont nous avons oublié en partie sa capacité et dont nous avons très très largement, insuffisamment recherché au sens scientifique du terme les potentiels. Et cette recherche, elle existe, il y a des recherches de terrain sur le sujet, vous les avez partagées, vous les partagez dans cet enseignement. Ici, il faut les propager. Il est urgent de déplacer des pans entiers de la recherche telle qu'elle existe aujourd'hui dans le monde agro-industriel vers des recherches alternatives pour retrouver la santé, la fertilité des sols, repartir sur des modèles qui, du point de vue de l'utilisation de l'eau, des ressources, la captation du carbone, les dérèglements climatiques, la qualité même des semences, leur variété est très, très importante. Le deuxième point, c'est que le monde se refragmente et le monde tel qu'on l'imaginait sans doute d'ailleurs quand l'ISARA a été créé, tel qu'on l'imaginait quand j'ai fait mes études, tel qu'il y a encore peut-être 15 ans on pouvait l'imaginer, qui était celui d'un monde qui s'aplanissait, il est en train de se fragmenter. Politiquement, il se referme pour plein de raisons qu'on peut débattre, mais aussi pour des raisons qui vont être liées à ce qui vous occupe, à ce qui vous passionne ici, qui sont l'eau et l'alimentation. Il faut réaliser qu'il y a des guerres aujourd'hui pour l'eau, il y a des guerres sur le partage de l'eau, le Tigre, l'Euphrate, le Nil, des enjeux considérables sur la façon dont le pouvoir irriguant du Nil passe d'un pays à l'autre ou pas, sur l'hydroélectricité et que ces grands fleuves permettent ou pas de générer, sur l'accès à l'eau qu'ils représentent, qui sont des enjeux géopolitiques. Et mon invitation quand je vous parle de ce monde qui se fragmente, c'est une ouverture à ce monde. C'est pas pour qu'on se dise, vous êtes ici en France, dans cette magnifique région Rhône-Alpes et lyonnaise, qui change de nom, qui change d'identité, tout ce que vous voulez, mais voilà, qui est le fondement de là où vous êtes enraciné aujourd'hui. Vos ailes, elles sont aussi ailleurs. Cette ouverture au monde, on l'a vu dans le parcours de ce matin, elle est super importante pour Christophe, je le sais, on le partage depuis longtemps ensemble, mais je pense que c'est un projet majeur pour cette école. Absolument majeur. Et donc, cette ouverture au monde, vous allez la vivre dans un monde qui se fragmente. Comprenez que vous faites partie de ce jeu d'acteurs. Quand la Chine décide, au moment de son ouverture, Deng Xiaoping, dans les années 80, de se spécialiser pour devenir l'usine du monde, la Chine fait un choix géostratégique, super important. Retenez ce raisonnement parce qu'il est simple, mais il est parlant et il s'applique partout. Il faut 50 fois plus d'eau en moyenne pour faire 1 euro de valeur ajoutée agricole et donc alimentaire qu'un euro de valeur ajoutée industrielle. La Chine n'aura jamais assez d'eau pour la population de 1,4 milliard d'habitants qu'elle compte aujourd'hui. Elle est trop aride, elle est trop haute en altitude, la forme d'agriculture qu'elle peut développer ne sont pas adaptées. Et donc, quand la Chine aujourd'hui exporte des matières premières, des matières manufacturées, des produits industriels et importe par exemple de la poudre de lait infantile, premier marché mondial de poudre de lait infantile, dans lequel Danone est d'ailleurs en substitut de l'allaitement maternel l'un des grands leaders et un des leaders, pour ne pas dire le leader en Chine. La Chine importe de l'eau virtuelle, c'est ce qu'elle fait. Quand elle importe du soja
qui vient d'Argentine, quand elle importe du blé qui vient des plaines d'Éthiopie d'ailleurs, et le long du Nil, avec des fermes qui ont été construites tout le long du Nil avec des canaux d'irrigation. Elle importe de l'eau virtuelle du Nil, c'est ça qu'elle fait. Et donc les guerres de l'eau et la géostratégie, c'est une réalité. Ne vous dites pas que c'est demain, c'est dans les films et tout ça, c'est une réalité. Il y a des guerres de l'eau. Le droit à l'alimentation est un droit qui a été voté par les Nations Unies. Il est ratifié graduellement par tous les pays, 170 pays. La France l'a ratifié en 2012. L'accès à l'alimentation pour tous est un des droits fondamentaux humains. Et un jour, vis-à-vis des sociétés, qu'elles soient les entreprises d'ailleurs, ou les pays dans lesquels c'est une évidence, ce droit sera proclamé par ceux pour qui ça ne l'est pas, qu'ils soient migrants ou autre chose. Donc il y aura aussi des guerres et des conflits, et il y a des migrations aujourd'hui évidentes qui sont complètement enracinées dans l'injustice que représente le manque de partage des rations alimentaires autour de ce monde. Donc cette ouverture au monde, ce n'est pas une ouverture au monde de béni oui-oui et de bisounours. Ce n'est pas seulement l'ouverture au monde du digital où demain on vit tous dans un village planétaire et tout le monde est copain sur Facebook. Hein. Ce n'est pas ça. Je pense que l'actualité récente le montre encore de façon évidente. Vous allez être les acteurs d'un monde qui se complexifie et sur des enjeux qui sont en train de le complexifier. Et ça, c'est, je pense, absolument essentiel. C'est un des deux grands paradigmes de cette révolution de l'alimentation. Je vais terminer en vous disant ce qui, au fond, pour moi, nous relie le plus entre votre projet ici et ce qu'on essaye de porter chez Danone. Chez Danone, on a, dans cette transformation de l'alimentation, dans ce paradigme qui nous touche aussi parce qu'il y a une défiance à l'égard des grandes marques, il y a les effets d'échelle, je n'ai pas parlé du digital et de la technologie, mais ils ont radicalement fait changer les modes d'innovation dans l'alimentation. Les barrières à l'entrée qui existaient il y a 15 ans ont disparu. On peut lancer une marque sans passer à la télé et faire un film qui coûte 2 millions à créer et 300 000 € chaque fois qu'on le passe pour 20 ou 30 secondes à la télé. Qui dans cette salle ne regarde pas la télé? Allez, levez les doigts, vous n'avez pas peur. Voilà, pas du tout la télé. Voilà. Et donc, ça veut dire que les modes de communication des marques ont changé. Vous travaillez en tant que marque, vous pouvez créer Michel et Augustin. Ils ne sont jamais passés à la télé. Ils font du buzz sur les réseaux sociaux et ils viennent organiser des événements à droite et à gauche et ils grandissent. La technologie, la personnalisation, le digital ont aussi fait disparaître les barrières techniques. C'est-à-dire que vous pouvez développer avec un petit pilote des produits super sympas que vous testez à petite échelle du coup, puisque vous n'avez pas besoin de lancer à grande échelle. Vous ne rentrez pas chez Carrefour tout de suite. Vous allez vendre en direct sur Internet à une communauté de gens qui vous intéressent ou dans votre quartier, puis ça va faire le buzz. Alors il y a 10 boîtes qui ne vont pas réussir, puis il y en a une qui va marcher. Et celle-ci, un jour, elle sera référencée d'abord chez Monoprix, chez Franprix, puis ensuite chez Carrefour, et puis etc. Puis elle rentrera dans le linéaire, et elle est là dans le linéaire. Donc les barrières à l'entrée sont radicalement différentes. C'est un moment dans lequel vous êtes en train d'entrer, vous les jeunes, dans cette salle, qui est incroyable de ce point de vue-là. Hein. Tout est à reconstruire, tout est en train de se reconstruire. Donc nous, on prend ça et on a décidé qu'au lieu de lutter contre cette révolution, on allait la servir. Donc on est en train de tout transformer chez Danone. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La bannière de ralliement qu'on a choisie pour capturer en fait l'essentiel, et c'est pour ça que je voulais terminer avec ça, de ce qu'on retient de cette révolution de l'alimentation, c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est aussi ça l'ouverture au monde pour une entreprise qui travaille dans 30 langues tous les jours au minimum. One planet, one health. Je pense que ça se traduit assez facilement. Une et une seule planète, une et une seule santé. Une seule planète et une seule santé parce qu'elles sont liées. Ce que je voudrais vous inciter juste à comprendre, c'est que je ne crois pas que la sécurité alimentaire de demain, ce soit les systèmes de production alimentaire d'hier encore étendus. Je pense qu'au contraire, le fait qu'aujourd'hui l'alimentation humaine ne repose que pour 80% sur une douzaine d'espèces végétales, c'est un danger pour le futur.
Je pense que la complexité des supply chains, je vous invite à lire L'Empire rouge, la mondialisation des pauvres, enfin lisez quoi, c'est flagrant. La complexification des supply chains alimentaires au niveau mondial est un danger parce qu'elle entraîne la prolifération possible de risques sanitaires d'un point à l'autre de la planète, sans qu'on ait la pleine connaissance de la traçabilité de tout ça, bien évidemment, et de façon extrêmement profonde. Donc il est aussi urgent de repenser le fait que les traditions alimentaires, les traditions agricoles, leur diversité, cette biodiversité humaine de l'agriculture et de l'alimentation, elle est un pilier fondamental de la sécurité alimentaire. Et donc One Planet, One Health, ça dit ça. Tout est lié. La façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous cultiverez, pour ceux d'entre vous qui seraient agriculteurs, cultivateurs, directement ou indirectement demain, dont vous allez sourcer vos ingrédients si vous transformez, elle a un impact de l'autre côté de la planète. Il n'y a plus aujourd'hui de nord et de sud. Il n'y a plus d'est et d'ouest. Ce que vous faites ici a un impact en Afrique. Ce qui se passe en Afrique a un impact ici, à cause de tout ce que je vous ai dit là. Donc, réfléchissez aussi dans ces termes-là. One Planet, One Health, ça dit exactement ça. C'est que nous vivons sur une seule planète. On n'en a qu'une, mais c'est une seule et même planète. Même si vous avez le sentiment que les food startups dans la région lyonnaise, c'est super sympa, les food startups à San Francisco, c'est super sympa, il y en a aussi à Dakar, il y en a à Nairobi, c'est incroyable, il y en a un peu moins à Addis Abeba, mais il y en a aussi, il y en a évidemment au Nigeria. Le Nigeria est un pays incroyablement innovateur de ce point de vue-là. On n'a pas parlé, mais on parle de temps en temps ici du Bangladesh avec ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire avec Grameen Bank au Bangladesh. Il y a des innovations autour de l'agroalimentaire absolument partout dans le monde et elles sont reliées les unes aux autres. Pourquoi je dis que l'alimentation n'est pas un bien de consommation comme un autre, mais que c'est quelque chose de précieux? Pourquoi je dis que la justice sociale doit être la finalité de l'économie? C'est à cause de ça. Rien d'autre ne tiendra dans un monde qui se fragmente, où se nourrir, c'était une évidence jusqu'à présent. Ça ne l'est plus pour beaucoup de nos contemporains dans nos pays, parce qu'on a un doute sur la qualité des ingrédients, on a un doute sur la conscience de ce que ça entraîne et de ses limites, mais ça ne l'est plus aussi pour beaucoup de gens qu'on ne voit pas et que je vous invite à prendre en compte à la fois dans votre raisonnement de consommateur, mais demain aussi vraiment pour ceux et celles, mais on l'est tous, qui continuons à avoir 20 ans pour changer le monde, dans votre raisonnement d'engagement de citoyens, de citoyennes de ce monde. Voilà, merci, bravo encore pour ces 50 ans et puis bienvenue dans le monde de demain. On a du temps pour des questions, c'est ça, Christophe? Je veux bien que vous vous présentiez en un mot. Merci. Alors, bonjour à tous, bonjour Monsieur Faber. Donc, je m'appelle Rizlaine Benadada, je suis étudiante en 3e année ici à l'ISARA. Donc j'ai bien écouté ce que vous avez dit et j'ai entendu que vous aviez vraiment l'envie d'avoir une ouverture au monde. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'entreprises à l'international, que la justice sociale vous tient à cœur. Et donc moi j'aurais une question, ce serait finalement par rapport à, déjà, est-ce que la révolution alimentaire s'exprime de la même façon dans les pays où vous allez tous les jours? Et surtout, comment vous prenez en compte concrètement et comment vous agissez pour la réalité, par rapport à la réalité locale du pays, par rapport à l'emploi dans les différents pays? Merci. C'est une question super importante. Je ne sais pas très bien faire court, donc, mais il faudra m'arrêter au bout d'un moment. D'une certaine façon, oui. C'est pour ça qu'on l'a appelée la révolution de l'alimentation. C'est qu'elle transcende complètement les frontières. Et en fait, elle est fondamentalement emmenée par la génération des enfants du millénaire. Qui sont nés avec le digital,
avec les réseaux sociaux, avec les médias sociaux, qui sont nés avec les doutes que j'évoquais tout à l'heure sur les limites du système. Moi, j'ai des enfants qui ont entre 20 et 25 ans et qui étaient ceux qui me disaient qu'il faut éteindre les lumières quand ils avaient 10 ans, quoi. Ou éteindre l'eau du robinet, et ils continuent à le faire. Donc ils sont nés avec ça. Moi, je suis né en 1964, je ne suis pas né avec ça. Donc cette conscience-là, elle existe dans votre génération, et cette génération vit de façon hyper connectée. Le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui plus, on le voit dans les études sociologiques, il y a plus de proximité entre des personnes de 18 à 28 ans, on va dire, 30 ans, en Indonésie, en Inde, au Mexique, aux États-Unis, en Chine, en Russie, en France, en Allemagne, en Algérie, au Sénégal, plus de proximité entre ces gens-là qu'entre la verticalité de leur génération dans les pays dans lesquels ils sont. Ça, c'est absolument flagrant. C'est une génération mondiale qui s'exprime souvent en anglais ou en franglais ou en ce que vous voulez, avec des mots assez limités parfois, mais qui suffisent à créer ce lien, et surtout qu'elle s'exprime par l'image. Et l'image n'a pas besoin de langage. Or, l'alimentation, les recettes, les photos, le food porn, c'est les premiers sujets qui circulent sur Instagram, à l'époque Snapchat quand c'était encore un peu à la mode, sur Facebook bien entendu, sur YouTube, etc. C'est vrai. Au Maroc, il y a des recettes, y compris d'ailleurs avec des produits Danone, qui tournent sur YouTube pour faire le Raibi Jamila, etc., qui tournent avec des dizaines de millions de vues. Donc, oui, cette révolution, elle est mondiale. Parce qu'en même temps, cette génération-là influence énormément les codes sociaux des personnes qui l'entourent, c'est-à-dire le reste de la famille, le reste des amis, les parents, les collègues demain, les co-étudiants, etc. Donc, c'est une révolution qui se passe par cercles concentriques de proximité physique et digitale, et donc ça part partout. Ça part absolument partout. Et en même temps, ça génère et ça provoque cette question sur les limites du système pour tout le monde. On a appelé ça, nous, la génération alimentation. La génération alimentation, ce n'est pas seulement les jeunes. C'est toute une génération, c'est des centaines de millions de personnes qui réalisent au même moment que se nourrir, ça ne va pas de soi. Que se nourrir, ça a un impact. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'obésité, le diabète et tout un tas de choses, mais il y a des pays dans lesquels ça a un impact absolument majeur. Et donc oui, elle est mondiale, et en même temps, il est essentiel en effet, si on veut être cohérent par rapport à ce que j'ai dit, de répondre à ces enjeux de façon localement pertinente. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des sociologues, avec des ethnologues, avec des anthropologues, pour comprendre les pratiques alimentaires locales, pour les étudier, c'est-à-dire qu'on fait de la science soft de l'alimentation et pas seulement de la science dure. Je disais tout à l'heure en démarrant sur l'ISARA que pour moi un des drames de la science moderne, c'est d'avoir oublié que c'était une science humaine, quelles que soient les sciences. Ce sont des sciences qui sont pensées par des humains. Et donc la science soft de l'alimentation, c'est une science absolument essentielle et elle est complètement localisée. On travaille aussi avec les autorités de santé et bien sûr le monde de la santé et de l'agriculture locale en permanence, de façon à déterminer les facteurs de déficience ou les déséquilibres alimentaires créés par les diètes traditionnelles. Et à partir de ça, on développe des offres produits et des solutions qui ne sont pas forcément que des produits. Aujourd'hui, c'est essentiellement des produits, mais demain, c'est des applications, des services, etc., qui permettent d'influencer les pratiques alimentaires et de les emmener vers des pratiques qui soient à la fois plus saines sur le plan de la santé humaine, plus saines pour la planète, plus durables, par les traditions et les pratiques agricoles qu'elles entraînent. Et de ce point de vue-là, le développement et l'appui des modèles alimentaires sur le développement de modèles agricoles locaux est fondamental. La relocalisation des ingrédients, c'est fondamental. Les consommateurs le demandent, mais c'est fondamental aussi pour la sécurité agricole et alimentaire dont je parlais, pour la biodiversité des agricultures. Je ne crois pas à un seul modèle agricole. Il faut qu'il y en ait
des multitudes pour que les choses fonctionnent durablement, et c'est la biodiversité de tout ça qui va fonctionner. Donc voilà comment on essaye de faire au quotidien, et on a développé spécifiquement des programmes, des stratégies, des organisations, des fonds d'ailleurs, des fonds de dotation, des fonds d'innovation sociale, économique, pour accompagner ces transformations depuis une dizaine d'années et pour les 10 ans qui viennent. Une question là. Patrice Dumas, éleveur bovin, viticulteur dans le Beaujolais, donc, qui est président de COP de France Auvergne-Rhône-Alpes, donc partenaire de l'ISARA et Sanofi-Ricœur. Je suis très très heureux d'avoir assisté à votre conférence et j'ai plein de questions, mais je vais en choisir 2. Vous avez dit que l'alimentation n'est pas un domaine d'activité économique comme les autres. Ça, je suis carrément d'accord avec vous. Il y a longtemps que j'espère qu'un think tank comme le Momagri puisse faire évoluer les choses. Donc première question, c'est qu'est-ce que vous pensez du Momagri et comment aider ce genre de think tank à faire bouger les lignes? Et puis deuxième question, je vais prêcher pour ma paroisse, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à la coopération agricole face au changement de paradigme dont vous nous avez parlé dans votre intervention? Merci. Je pense que les États généraux de l'alimentation ont été une initiative incroyable, inespérée. On n'en a pas encore vu les fruits, mais je pense et j'espère que c'est un processus qui ne s'arrêtera pas d'une certaine façon. Et de ce point de vue, les États généraux donnent une légitimité et un terrain d'expression et de développement pour des think tanks comme Momagri, dont j'espère qu'ils vont continuer à nourrir cette dynamique-là. On va voir ce qui sort dans le projet de loi, mais ce qui paraît assez clair maintenant, c'est que au-delà des questions économiques, entre guillemets, et des rapports entre la grande distribution et la transformation et l'amont, qui est vraiment un volet, il y a tout le volet qualitatif, le deuxième chantier des États généraux de l'alimentation, qui est en train à peine de produire des petits, là. Donc on va voir ce que ça donne. Les discussions qu'on peut avoir, que ce soit avec Nicolas Hulot, Stéphane Travers et d'autres, montrent clairement l'envie que le dialogue qui a été initié d'une certaine façon, ou favorisé à cette occasion-là, reste dans la durée. Et donc, voilà, je pense que le meilleur vecteur de développement aujourd'hui, très tactiquement pour des think tanks comme Momagri, qui sont, pour moi, très importants dans la création de connaissances autour de de partage de connaissances et d'idées innovantes autour de ces questions. Les États généraux et la suite sont un train auquel il faut absolument s'accrocher. Et nous, on va continuer, enfin moi personnellement, Danone et d'autres, à faire en sorte que ce volet qualitatif perdure. Et je pense qu'il est nécessaire de toute façon, si on veut que le volet économique tienne, parce que ce serait ma deuxième réponse, un peu courte, et évidemment trop courte, à la question que vous posez sur la coopération agricole. Un des grands paradigmes de cette révolution alimentaire, c'est le réflexe des consommateurs qui voient une marque sur un linéaire, donc voilà, de la prendre et de la retourner. De la retourner pour lire tout ce qui est dessus et essayer de comprendre. Essayer de comprendre parce que pendant des décennies, ils ont fait confiance aux grandes marques, qu'aujourd'hui, il y a plutôt une défiance à l'égard des grandes marques. Et donc ils veulent savoir qui sont les gens derrière la marque, ils veulent savoir d'où viennent les ingrédients, ils veulent savoir comment ces ingrédients ont été produits, de quelle agriculture ils proviennent, et d'ailleurs de quel pays ils proviennent, maintenant de façon très claire. Ça fait partie de la refragmentation, de la relocalisation du monde. Et je pense que dans ce contexte-là, la coopération agricole a une place absolument incroyable à jouer, à condition d'accepter de se disrupter dans ses modes de fonctionnement, bien entendu. Mais si on refaisait un petit vote à main levée entre à produit équivalent dans cette salle, qui préfère acheter à un réseau de coopérateurs plutôt qu'à une grande entreprise,
Levez la main, s'il vous plaît. Qui préfère acheter un réseau de coopérateurs plutôt qu'à une grande entreprise? Voilà, vous vous retournez et vous avez la réponse. Elle est là, la réponse. Et la question, c'est pourquoi le président de la République critique la coopération agricole? Je lui laisse la responsabilité de la réponse. Mais j'en connais un petit volet. Le petit volet, c'est la question de la transformation. Moi, on conduit une transformation dans une grande entreprise, tout à l'heure Olivier le rappelait en introduction, avec les contraintes qu'on a nous, c'est-à-dire les actionnaires financiers, le marché financier, etc. La coopération agricole, elle travaille avec d'autres contraintes, mais elle a ses propres contraintes de gouvernance. J'ai les miennes. La coopération agricole a les siennes, c'est très clair. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir aussi. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse aborder la révolution de l'alimentation dont je parle sans accepter l'idée de se remettre en cause. C'est aussi simple que ça. Mais si la coopération agricole accepte de se remettre en cause dans un certain nombre de modes de fonctionnement, vous avez la réponse des consommateurs, là. Et donc, je serai à votre place, mais foncez, quoi. Parce que je rêverais aujourd'hui de pouvoir dire aux utilisateurs des marques de Danone qu'on est une coopérative. Enfin, je vous assure qu'on a un avantage concurrentiel le jour où on sait faire ça. C'est beaucoup plus simple que de dire on est une boîte du CAC 40, une multinationale, une je sais pas quoi. Hein. Donc voilà, mon conseil, c'est essayer de dégripper ce qui doit l'être, et on a tous du boulot à faire de ce point de vue-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très très puissant derrière le modèle coopératif, à la fois d'ailleurs dans ses fondements, hein, mais aussi maintenant, désormais, du point de vue des modes de consommation et de réflexes des citoyens et citoyennes autour de cette idée. Pardon, c'est trop simple, hein, mais j'essaie de faire court. Ouais. Bonjour, je suis professionnel de santé, pharmacien biologiste. Tous les jours, je dose les glycémies, les bilans lipidiques. Et tous les jours, je remercie l'ISARA parce que ma fille est en train de m'expliquer ce que j'ai envie d'entendre. Mais ce que j'aurais bien envie d'entendre de la part de M. Faber, c'est également les axes de développement que vous allez mettre en place, pas seulement en France. Vous parliez de la Chine. La Chine est un leader mondial en matière de diabète et d'obésité. Et ça, j'aurais bien aimé savoir quels sont les axes que vous allez développer pour enfin ne plus laisser sur le marché que des produits pour lesquels on ne peut constater que la concentration effarante en glucides, en lipides et en sel. Merci beaucoup. Il y a une façon, de nouveau, assez simple et rapide de répondre, puis une façon qui serait sans doute la plus ajustée, qui est de rentrer dans la complexité du sujet. Je vais essayer de me tenir un peu entre les deux. Du point de vue de l'entreprise, nous, d'une certaine façon, quand on a posé la vision d'une mission qui consistait à apporter la santé par l'alimentation, et ensuite cette vision One Planet, One Health, on a fait des choix stratégiques qui ont consisté à sortir depuis 25 ans d'une quantité de catégories de produits pour nous focaliser sur aujourd'hui 4,5, on va dire, 4 ou 5, qui sont les produits laitiers frais et leurs alternatives végétales, dont on est devenu leader mondial l'année dernière avec une acquisition en Europe et aux États-Unis sur les alternatives végétales aux produits laitiers. L'eau et les boissons aromatisées à base d'eau. L'alimentation infantile spécifique et la nutrition médicale, qui sont la plupart du temps des produits remboursés parce qu'ils adressent spécifiquement des situations pathologiques. Donc, je peux faire une espèce de réponse Danone qui dit on a déjà fait un tri dans 80 catégories, on est parti sur 4 ou 5 parce qu'on pense qu'elles répondent, sous certaines conditions bien sûr, à des questions de santé à moyen et long terme
à condition de les mettre en œuvre dans un certain axe. Donc la question du sel se pose assez peu dans nos catégories, par exemple. La question du sucre se pose très clairement. Il y a un agenda de réduction de sucre permanent, et là je pourrais le dire sans doute pour beaucoup d'entreprises en fait. Hein. Donc il y a un agenda de réduction du sucre. Il est clair, il y a des engagements qui ont été pris. On a réduit le sucre, je sais pas, au Brésil de 40% en 7 ans. Sur Actimel, entre la création d'Actimel et aujourd'hui, de plus de 40%. Il n'y a plus de sucre ajouté dans les produits d'alimentation infantile chez nous. Dans les boissons aromatisées, donc Volvic aromatisé par exemple, les nouvelles versions de Badois qu'on est en train de lancer, les Evian Aro, plantes et fruits qui sont désormais bio, avec des arômes bio, c'est que des éléments naturels, il n'y a aucun conservateur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sucre ajouté. On est dans des niveaux de sucre qui sont entre 3 et 6 grammes au maximum. Les boissons carbonisées, enfin les boissons sucrées ou les jus sont à 13, 14, enfin entre 10 et 13 ou 14. Et on voyage vers le bas en permanence. Donc je pourrais vous faire un grand laïus pour vous dire tout ce qu'on fait de bien. Mais la réalité, c'est quand même qu'on le fait, hein, et on le fait super sérieusement. La grande difficulté, c'est de ne pas perdre la qualité organoleptique de l'expérience pour les personnes qui consomment ces marques. Parce que l'alimentation santé, ça n'existe que s'il y a le plaisir avec. Contrairement à un médicament que vous prescrivez parce qu'il y a une urgence, une pathologie claire et je guéris, l'alimentation santé, ça marche que si c'est toute la vie et tous les jours. Et donc, s'il n'y a pas un élément de plaisir, qu'il soit d'ailleurs organoleptique, mais plus largement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on croit à la commensalité, on croit au fait de s'asseoir à plusieurs et de discuter et de casser la croûte ensemble, ça fait partie de ce moment-là. S'il n'y a pas ça, vous perdez les gens. C'est-à-dire que votre produit, il a beau être super sympa au sens nutritionnel du terme, avec toutes les bonnes estampilles, il n'est juste pas consommé. Et donc on suit de façon super proche, avec des nuages de points, les équilibres entre combien je perds de consommateurs et combien j'arrive à en garder en les faisant passer vers des produits moins sucrés. Une des façons qu'on a de travailler ça, c'est en fait de positionner nos offres en alternative à d'autres. Et donc, je le dis de façon très claire parce que tous nos concurrents le savent, Volvic Fruits, ça n'est pas fait pour remplacer de l'eau minérale Volvic, c'est fait pour remplacer des boissons marron avec des bulles dedans. Mais je le dis, ils le savent et on le fait, c'est ce qui se passe. Donc on sait et on fait des études pour nous le démontrer à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait des études qui permettent de montrer le switch de l'un à l'autre. Et on vérifie qu'au fur et à mesure, ce switch continue à se faire. Donc, quand on sait qu'en introduisant une gamme Volvic aux fruits, avec entre 3,5 ou 2,5 d'ailleurs, et 6 grammes de sucre au maximum, en moyenne, on a 80% de la source de consommation qui vient de soft drinks qui ont entre 8 et 12 grammes de sucre, et 20% de l'eau, l'effet net, c'est qu'on réduit la consommation globale de sucre. Et graduellement, on habitue les gens à un goût moins sucré. Mais il y a des cas où ce n'est pas vrai, et là, il se pose la question pour nous de savoir si on arrête ou comment on le fait. Et par exemple, un des exemples, c'est que, qui est chez nous assez emblématique, on travaille beaucoup pour promouvoir l'hydratation des enfants et les habituer à boire de l'eau, parce que les enfants ne boivent plus assez d'eau, ils boivent des jus et plein de choses sympas, mais pas assez d'eau. On travaille avec ce qu'on appelle des licences, donc Disney, Star Wars, etc., etc. C'est extrêmement tentant d'utiliser ces licences pour les mettre sur des produits sucrés. Ça marchera encore mieux. On a une politique mondiale là-dessus. On ne fait des licences que sur des produits qui sont strictement de l'eau. Donc, les Volvic Star Wars, ça n'est que de l'eau. C'est jamais de l'eau et des jus ou des arômes. De façon à garantir que sur la cible enfant, les efforts de promotion qu'on fait, ça va justement leur permettre, parce que c'est un packaging sympa et qu'ils veulent absolument avoir Captain America dans leur collection de 4 bouteilles, ils aillent chercher celle-là plutôt que le soft drink qui est à côté et qui n'a pas cette caractéristique particulière. Donc c'est des choses toutes bêtes, hein, mais la difficulté, elle est là. C'est comment, malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut essayer d'avoir dans les contraintes qu'on a, développer les solutions techniques
qui font que le plaisir gustatif, il reste là. Je donne un autre exemple, par exemple. L'arôme, une partie de l'expérience gustative et organoleptique, vous le savez, enfin, vous sans doute peut-être aussi, mais elle est liée au sens olfactif. Ce n'est pas seulement les papilles gustatives. Hein. Et donc, quand vous ouvrez une bouteille, l'arôme qui se dégage fait déjà partie de votre expérience gustative. De ce point de vue-là, avoir une bouteille avec un petit col ou avoir une bouteille avec un col de 34, qui est plus grand, ça fait une vraie différence. Parce que quand j'ouvre, j'ai l'odeur. Et dès que j'ai l'odeur, en fait, sans avoir rien eu du sucre, j'en ai déjà quelque chose. Et ça participe à ce qui va se passer dans ma bouche. Et globalement, on sait définir ça, vous le savez, vous les étudiants aussi, définir ça avec des courbes organoleptiques qui disent bien ça. Mais ça a l'air idiot, je suis désolé, je prends du temps pour vous raconter un truc, la taille du bouchon. Mais la taille du bouchon, ça fait partie de cette transition. Et de comment on peut emmener des gamins qui, au lieu d'ouvrir une canette qui a un tout petit trou et où là, il n'y a aucun effet d'odorat, vers de la consommation de produits moins sucrés, ben voilà, la taille du bouchon, ça compte. Mais développer des bouchons de cette taille avec des bouteilles à la bonne taille, etc., c'est des moules à changer, c'est des investissements à faire, c'est de l'argent à mettre, etc. Donc tout ça est une équation qu'on travaille dans chacun de nos pays en fonction des diètes, en fonction des recommandations, en fonction aussi des taxes. Le gouvernement anglais vient de taxer toutes les boissons qui sont plus sucrées que 5 grammes par litre. Au moment où la taxe est apparue, on avait déjà 98% de nos boissons en Angleterre qui étaient à l'intérieur de ça. En 6 mois, on a bougé le reste et on ne paye pas la taxe. Donc les politiques publiques, ça fait partie aussi des incentives, de ce qui nous pousse à bouger, parce que ça force toute l'industrie à bouger. Et cette fois-ci, du coup, c'est pré-compétitif, quoi, d'une certaine façon. J'ai envie de continuer parce que c'est un sujet passionnant. Je vais dire une phrase de plus et j'arrête. Je pense que vous parliez de la Chine, hein, c'est vrai au Mexique aussi, c'est vrai dans plein de pays émergents, c'est vrai en Inde. Ce sont des pays qui ont rattrapé très vite des modes de consommation en déplaçant leur propre tradition alimentaire. Aujourd'hui, en Chine, la plus grande marque de boissons de soft drink au monde a réussi à remplacer dans toutes les classes moyennes, c'est-à-dire sans doute 80 millions de foyers en Chine, donc je sais pas, 180 millions de personnes à peu près sur le milliard 4. L'eau chaude et le thé pendant les repas par des grandes bouteilles d'1,5 litre de boissons marron. C'est un fait, c'est absolument incroyable, mais c'est ça qui s'est passé en 20 ans. Et donc les métabolismes ne sont absolument pas préparés à ça. Ils ont d'ailleurs des indices de masse corporelle qui ne sont pas ceux des populations européennes. Et donc oui, bien sûr, c'est dramatique. Voilà, donc après, il faut naviguer tout ça. Et je pense que l'émergence de la conscience des personnes sur l'impact sur leur propre santé, de leurs pratiques alimentaires, c'est vital. Je parlais tout à l'heure d'éducation et de service. Il faut qu'on le fasse. On ne peut pas le faire et on ne le fait pas tout seul. Plein de gens le font, mais il faut vraiment aussi le faire. Pardon, je suis trop long. Peut-être une dernière question, mais d'un étudiant, parce que vous n'aviez pas préparé qu'une question. Bonjour. Bonjour. Rémi, je suis en 3e année. Et donc je me pose une question. J'avais vu que vous étiez le leader de la distribution d'eau en bouteille dans les pays comme le Mexique. Donc vous êtes devant ce que vous appelez la boisson marron et Nestlé. Et donc je veux savoir, dans un contexte de réchauffement climatique et d'épuisement des nappes phréatiques, comment vous faites pour maintenir votre leadership dans ces zones-là et garder des prix bas sans tomber dans des pratiques, comme on peut le voir par exemple avec Coca-Cola, donc la privatisation de sources et du coup empêcher l'accès à l'eau potable à certaines populations reculées. Et deuxième question, est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait être problématique qu'on avance vers un modèle où la seule eau potable serait de l'eau en bouteille? Merci. C'est des vraies bonnes questions, hein. Donc asseyez-vous, attachez vos ceintures et relax. Sur la première,
comment dire, l'eau est un écosystème. Enfin, on a décidé il y a plusieurs années de décrire nos systèmes de production et de transformation, non plus seulement comme des étapes où on est transformateur, non plus seulement dans une chaîne de valeur, mais dans un cycle. Et donc, chez Danone, compte tenu des métiers qu'on a choisis, on a essentiellement 3 grands cycles. Il y en a plein d'autres, mais 3 grands cycles. Le premier, c'est celui du lait, bien entendu, qui est un cycle, et qui est notamment un cycle lié au carbone, qui repasse par le sol, les vaches, l'élevage, le transport, etc., etc., la réfrigération dans le système de chaîne du froid, la consommation, le recyclage, etc. Donc le carbone est un premier cycle qui est très présent dans le cycle du lait. Le deuxième, c'est le cycle du plastique, qui répond en partie à la deuxième question. C'est donc un des cycles essentiels, parce que l'agroalimentaire est un très très grand utilisateur du plastique, parce que le plastique est une matière magique. Les anciens disent « plastic is fantastic ». Mais c'est vrai, c'est absolument incroyable. Quand la première des responsabilités qu'on a en tant que transformateur ou producteur, c'est d'assurer la sécurité des aliments qui sont utilisés par les gens qui choisissent nos marques. Et le plastique, de ce point de vue-là, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Donc plastique is malheureusement fantastique. Donc le cycle du plastique, c'est un cycle super important, et je passe par là pour répondre en partie à la deuxième question, c'est que je pense qu'il paraît maintenant absolument évident que parmi les sujets de la révolution, parmi les points limites qu'on est en train d'atteindre dans le modèle, il y a le fait qu'on aura bientôt fini d'extraire les ressources fossiles de cette planète, on aura mis tout le carbone dans l'atmosphère, ce jour-là, on ne sera pas très très avancé. Et donc, il est urgent que l'industrie agroalimentaire mondiale prenne les devants pour rentrer dans des systèmes d'emballage qui sortent des industries fossiles. Nous, on a pris l'engagement, pour un certain nombre de nos marques, à ce que d'une part, elles soient neutres en carbone. C'est le cas d'Evian. En 2020, Evian sera entièrement neutre en carbone. Tout le cycle de production, de fabrication, de vente, de distribution d'Evian neutre en carbone. C'est une des premières marques mondiales d'eau. En 2025, entièrement circulaire. C'est-à-dire qu'on sera dans une situation où on générera plus de plastique recyclé qu'on en utilisera, et on ne ponctionnera plus de réserves fossiles liées au plastique. Ce que je vous dis est super important. C'est une transformation monstrueuse qu'on a engagée, que d'autres ont engagée avec nous, et que je crois d'ailleurs l'ensemble de l'industrie doit engager. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de boissons bleues, vertes ou ce que vous voulez. Il faut qu'on s'y mette tous. Parce que le recyclage des bouteilles, la difficulté pour l'agroalimentaire, de nouveau, c'est que plastique is fantastique à condition d'être food grade, comme on dit. C'est-à-dire qu'on veut le meilleur plastique possible. On ne peut pas se contenter de caisses en plastique recyclées ou de jouets en plastique recyclés ou de polaires recyclés, comme on peut le faire quand on fait des fourrures polaires, comme le font les Chinois par exemple, qui sont très très consommateurs de plastique recyclé d'assez basse qualité, on va dire, ou filtration. Nous, il nous faut ce qui est tout en haut de la pyramide. Donc il faut trouver des systèmes de recyclage qui ne redescendent pas ces merveilles que sont, d'un point de vue de la sécurité alimentaire, des plastiques de ce type-là, ou leur recyclage, à l'intérieur de la boucle générale. Il faut trouver des boucles plus courtes qui fassent en sorte que le food grade reste dans le food grade. Il faut trouver aussi demain du PET végétal. Donc on a déjà aujourd'hui des bouteilles aux États-Unis qui sont à 80% en PET, en plastique, issus de déchets de canne à sucre. Donc il va se poser la question de savoir si cette canne à sucre, elle est en concurrence avec de l'alimentation humaine ou avec du bioéthanol ou avec de l'alimentation de bétail. C'est la prochaine génération des questions qui va se poser. Mais on travaille bien sûr sur des générations de bioplastique pour éviter les questions
ce qui est sous-jacent à l'une de vos questions sur l'eau en bouteille. La troisième chose, c'est qu'on travaille sur des plastiques pour les pots qui seront même biodégradables, pas forcément recyclables ou recyclés, mais biodégradables directement. C'est le cas du PLA, sur lequel on a des pots Activia en PLA dans quelques pays. Au Bangladesh, on a commencé par du PLA, parce qu'il n'y avait pas de système de collecte des déchets. Ça nous paraissait important d'avoir un produit qui soit immédiatement compostable, hein, dans les conditions de température et d'humidité requises pour ça. Donc voilà, il y a un énorme travail sur l'emballage qui répondra en grande partie à la question de savoir si l'eau en bouteille c'est un problème ou c'est pas un problème. Ensuite, la deuxième partie, c'est que je ne crois pas dans les 20 ans qui viennent, et compte tenu de la pression démographique des grandes mégalopoles, 70% de la croissance du PNB va venir dans les 20 ans qui viennent d'une centaine de villes dans le monde. Il y en a 30 en Chine, une vingtaine en Inde, une quinzaine en Afrique et le reste un peu autour du monde. Dans ces 100-là, il doit y avoir Londres, Londres, New York et je ne sais plus quelle est la troisième du monde occidental, entre guillemets. Dans aucune de ces villes, c'est les 100 dont je viens de parler, en tout cas les 80 que j'ai identifiés, il n'y aura en 2030 de réseau d'adduction d'eau susceptible d'apporter une sécurité alimentaire suffisante, permanente, suffisante à leurs habitants pour se dire que l'eau du robinet à Guangzhou, à Chengdu, à Wuhan, au Nigeria, à Iban, etc., sera la bonne solution. Ce n'est pas possible. L'eau de consommation humaine, dans l'ensemble du cycle de l'eau urbain, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous le savez, c'est 1%. C'est-à-dire l'eau du robinet, 1% part dans la consommation d'eau. Développer un réseau d'adduction pour 99% de volume qui part dans les machines à laver, la vaisselle, dans de l'eau industrielle urbaine, dans le nettoyage des trottoirs, dans l'entretien, etc. Pour 1%, ça ne tient pas la route d'un point de vue économique. Donc ça ne se passera pas comme ça. Par ailleurs, dans plein de grandes villes déjà équipées, les réseaux d'adduction sont plutôt en déliquescence qu'autre chose. Dans les réseaux d'adduction d'eau en Europe, il y a entre 30 et 40% de perte d'eau, parce que ce sont des réseaux qui datent de la fin du 19e siècle, pour beaucoup d'entre eux, à Lyon, à Paris et ailleurs. Et que la rénovation de ces systèmes, c'est un coût absolument colossal. Donc ces systèmes ne seront pas rénovés, ou très peu. Il n'y a pas l'argent pour ça. Et donc, imaginez que l'eau du robinet soit la solution, je ne crois pas que ce soit raisonnable. Donc il faut absolument trouver une autre solution pour l'eau de consommation, et ça ne peut pas être une eau en bouteille en plastique, à cause de ce que j'ai dit, mais une eau dans un contenu avec un circuit spécifique, ça, je suis sûr que ça fait partie des solutions et c'est ceux sur lesquels il faut qu'on travaille. Et du coup, ce que vous m'avez dit sur notre marque Bonafonte au Mexique, l'ensemble de ce que je viens de dire s'y applique. Et on travaille en plus de ça au Mexique sur des solutions d'accès à l'eau dans les parties du Mexique dans lesquelles la sécheresse est particulièrement prégnante, parce que pour les raisons que je décrivais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse être une marque leader dans un pays sans travailler sur la notion d'accès juste à l'eau pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Ça ne peut pas passer par les mêmes circuits, ça ne passe d'ailleurs pas, ça passe par Danone Communities au Mexique, ça passe par un fonds qu'on a qui s'appelle Livelihoods, qui travaille sur la restauration des écosystèmes aquifères et sur la restauration des nappes phréatiques, mais on met au service de la souveraineté de l'accès à l'eau de nos pays les fonds d'innovation sociale et technique qu'on a créés depuis une dizaine d'années et qui sont, je crois, un des atouts forts qu'on peut avoir dans cette révolution à laquelle on fait face tous en ce moment. Pardon, j'ai été de nouveau très long.
Bon, je pense qu'on va devoir s'arrêter. Je suis vraiment désolé. On s'était engagé avec Emmanuel et Nicolas à respecter un timing. Donc, je tenais tout d'abord à remercier Emmanuel d'avoir vraiment pris ce temps. On en avait parlé.